Bonsoir à tous, ravi de vous accompagner pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de ce journal. Ils sont formés aux gestes qui sauvent. Les nouveaux secouristes diplômés ont été salués hier lors d'une cérémonie pour leur engagement. Nous en parlerons avec Mathieu Liberator, responsable secourisme et formation à la Croix-Rouge monégasque. Les taxis ont leur appli, elle a été dévoilée aujourd'hui et propose de nombreuses fonctionnalités. Plus d'informations à suivre dans ce JT. Puis nous irons à Paris où Monaco et les Napoléons destin croisé a été révélé à la presse. Cette exposition sera présentée cet été au Grimaldi Forum. Pierre Branda, directeur scientifique de la Fondation Napoléon et co-commissaire de l'exposition, sera notre invité ce soir. Et puis le Café Lacoste, un nouveau concept en avant-première en Principauté. Une équipe de Monaco Info vous fera découvrir les lieux. La Principauté a rendu aujourd'hui un dernier hommage au docteur Jean-Joseph Pastor, disparu le 3 avril dernier. Ses obsèques ont été célébrées ce matin en la cathédrale de Monaco en présence de sa famille, du prince Albert II et de nombreuses personnalités. Co-fondateur du Centre cardio-thoracique de Monaco avec le professeur d'or en 1987 et ancien médecin personnel du prince Régnier III, Jean-Joseph Pastor était une personnalité monégasque de premier plan. Dans un communiqué, le prince souverain avait salué la mémoire de celui qui a marqué l'histoire de la médecine monégasque par son expertise et sa bienveillance. Jean-Joseph Pastor était également très engagé dans la vie politique de son pays, siégeant au Conseil national de 1968 à 2008. Un chiffre à présent, 1331, c'est le nombre de volontaires qui ont été formés pour la première fois au geste de premier secours par la Croix-Rouge monégasque en 2024. Hier, ils ont été honorés lors d'une cérémonie de remise de diplôme qui a eu lieu à l'auditorium Régnier III en présence du couple princier. Dans quelques instants, pour en parler, nous recevrons Mathieu Liberator, responsable secourisme et formation à la Croix-Rouge monégasque. Mais avant cela, le reportage de Sarah Inkari et Camille Caloni. Ils sont désormais aptes à sauver des vies. 1300 volontaires ont reçu leur diplôme de secouriste après avoir suivi la formation de 2 jours proposée par la Croix-Rouge monégasque. Les plus méritants sont même montés sur scène pour le recevoir des mains du prince Albert II et de la princesse Charlène, respectivement président et vice-présidente de la Croix-Rouge monégasque. Je trouve ça important de pouvoir aider quelqu'un qui se retrouve en difficulté médicale. Mon père étant un grand cardiaque, quand j'étais petite, j'avais une dizaine d'années, je l'ai vu s'effondrer. Et c'est quelque chose de très impressionnant et c'est important de savoir comment réagir dans ces cas-là. Cette soirée, dont l'humoriste et soignant Hassan de Monaco a assuré la première partie, était aussi l'occasion de saluer l'engagement des formateurs bénévoles. Ce qui me fascine quand les gens arrivent tout de suite la première heure, donc en formation. Souvent, ils me sortent des méthodes de grand-mère, c'est amusant. Je dis, vous oubliez tout, vous rentrez dans la salle, vous oubliez tout. On part vraiment du départ. On peut être tous touchés à tout moment, que ce soit à la maison, à l'extérieur, au travail. Grande nouveauté, en 2024, l'organisme a proposé des formations spécifiques aux personnes à mobilité réduite. Si c'est un enfant, on peut le prendre sur les jambes et lui faire la respiration. Et si malheureusement c'est un adulte qui est au sol, on le dit à quelqu'un qui le fait. C'est la première fois que des gens PMR reçoivent le diplôme, donc ça fait plaisir. Si vous aussi, vous souhaitez apprendre les gestes qui sauvent, rendez-vous donc sur le site de la Croix-Rouge monégasque pour vous inscrire. C'est gratuit pour les résidents monégasques, ceux des communes limitrophes et pour les salariés de la Principauté. Bonsoir Mathieu Liberator. Bonsoir Émilie. Vous êtes responsable du secourisme à la Croix-Rouge monégasque. Que représente cette cérémonie de remise de diplôme pour vous ? Alors c'est la consécration un peu du travail de toute une année 2024 très chargée sur le plan de la formation puisque 5000 personnes ont été initiées à des degrés divers aux gestes de premier secours. Et puis c'est l'occasion de leur remettre le diplôme et de recevoir sur scène les plus méritants dans chaque catégorie. Et ils ont reçu leur prix et leur diplôme de la part des mains du couple princier. Donc c'est à la fois aussi très valorisant et émouvant pour eux. Est-ce que c'est un chiffre, vous avez cité le nombre de 5000, est-ce que c'est un chiffre qui augmente d'année en année ? Effectivement, c'est 5000, c'est le record. Ce sera difficile d'aller plus loin. Il faut voilà, y rester à la mesure de nos capacités. On va plutôt essayer d'augmenter qualitativement le niveau des formations pour les années prochaines, mais je pense qu'on arrive quand même à un plafond en termes de nombre de diplômés.
Les lauréats récompensés viennent d'horizons très divers, preuve que le secourisme est bien l'affaire de tous. Effectivement, ils viennent d'horizons très divers. Certains se sont formés pour se sentir plus en sécurité dans leur sphère personnelle. D'autres, c'est le milieu professionnel. Il y a des entreprises, par exemple, qui ont formé une trentaine d'employés pour assurer la sécurité finalement du collectif au travail. Et puis, c'est toujours aussi un grand moment dans cette cérémonie. On a tous les scolaires et du coup les plus méritants du collège Charles III, de FANB et de l'école internationale qui sont venus sur scène recevoir leur diplôme de la part également du couple princier. C'est toujours des moments sympathiques. Vous sentez la population de plus en plus concernée par ces gestes qui peuvent sauver des vies? Alors tout à fait, et c'est des chiffres que je rappelais en début de cérémonie. On est un petit pays, mais on a une politique sur ce plan-là qui porte ses fruits, puisque les chiffres de personnes qui sont formées sont en augmentation année après année. Et du coup, d'une manière générale, sur les résidents et les travailleurs en principauté, on atteint des taux de personnes formées au sein de la population qui dépassent les 80% et qui sont au-dessus des meilleurs élèves dans le monde que sont les pays d'Europe du Nord. Et nous devrions être tous concernés par cette formation aux gestes de premier secours? Je pense que oui, parce qu'on n'est jamais à l'abri dans la rue, au travail, à la maison, de devoir faire preuve des bons réflexes, des bonnes personnes à appeler, des bons gestes à réaliser, d'appeler les secours. Ça, ce sont des choses qu'on acquiert par des automatismes. Et le jour où il se passe quelque chose avec le stress, la panique, ce sont les réflexes qui vont fonctionner. Donc c'est quelque chose qu'il faut développer à la fois par une formation initiale et puis ce qu'on appelle des recyclages de la formation continue pour cultiver ces bons réflexes. Oui, on le rappelle, la particularité à Monaco, c'est que cette formation est gratuite. Formation tout à fait gratuite. Après, on est toujours sensible au soutien, notamment quand il y a des entreprises qui nous demandent la formation d'un nombre important de leurs salariés. On est toujours sensible à un soutien de leur part parce que effectivement c'est une formation qui est gratuite mais qui nécessite un certain nombre de moyens à la fois humains et logistiques, matériels, etc. Eh bien merci beaucoup Mathieu Liberator d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci, au revoir. Le service de taxi de la Principauté se modernise à l'approche de la saison estivale et des grands événements. La Principauté a lancé aujourd'hui l'application mobile Taxi Monaco. Disponible en plusieurs langues, cette innovation a été conçue par la société monégasque Skyline, hébergée au sein de la pépinière Monaco Boost. Taxi Monaco permet de commander et réserver un taxi simplement et possède de nombreuses fonctionnalités, comme le suivi de la course ou le paiement en ligne. Le ministre des Finances et de l'Économie, Pierre-André Chiappori, et le président de l'Association des exploitants des taxis indépendants de Monaco, Marc Brézot, vous en disent plus. Il est important pour la Principauté d'avoir à la disponibilité à la fois des résidents de Monaco, mais aussi des touristes, des visiteurs, etc., un service de taxi qui soit fiable, avec la certitude de pouvoir trouver quelqu'un qui répond à notre appel à n'importe quel moment. Et j'ajouterais que même d'un point de vue de sécurité, ça peut faire une différence. Il y a certains cas dans lesquels on préfère de loin que les gens appellent un taxi plutôt que d'essayer de prendre leur voiture. Et donc c'est vraiment la logique de ce système qui préserve l'indépendance des taxis tout en centralisant le service. Et comme cette centralisation du service répond à un objectif de bien public, il est assez naturel que le gouvernement puisse y contribuer. Alors une dernière chose, ça rentre exactement dans l'ambition de digitalisation de la société qui est celle du gouvernement. C'est une manifestation parmi d'autres. Nous attendons un meilleur service pour la clientèle et d'attirer bien évidemment de nouveaux clients. Et pour rattraper le temps perdu dans le numérique, c'est un tournant décisif et je suis confiant. Je pense que l'image déjà de Taxi Monaco va se moderniser.
Direction Paris et plus précisément l'hôtel de Crillon où s'est tenue hier une conférence de presse pour présenter l'une des expositions estivales qui aura lieu au Grimaldi Forum. Son nom, Monaco et les Napoléons, destin croisé. Plus de 200 œuvres originales, pour certaines jamais encore dévoilées, retraceront cette histoire riche et méconnue entre deux dynasties. Cette exposition est placée sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Thomas Fouilleron, directeur des archives et de la bibliothèque du Palais Princier et co-commissaire de cette exposition, est au micro de Justin Hadel. C'est une fierté de recevoir cette exposition, de travailler avec la Fondation Napoléon, qui est l'organisme de référence qui entretient la mémoire, la recherche sur la période napoléonienne, donc des deux empires, le premier et le second. Et je crois que ce qui fait l'originalité de l'exposition, c'est d'embrasser les deux empires d'un seul instant. C'est-à-dire que pour Monaco, c'est ce qui en fait tout le sens de la disparition au renouveau, cette métamorphose qui est fondamentale et qui est à l'origine de la principauté qu'on connaît aujourd'hui. Et pour parler plus en longueur de Monaco et les Napoléons, destin croisé présenté au Grimaldi Forum à partir du 11 juillet prochain, Pierre Branda, directeur scientifique de la Fondation Napoléon et co-commissaire de l'exposition, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir Émilie. C'est une exposition qui revêt une importance particulière pour la principauté. Alors l'exposition Monaco et les Napoléons qui se tiendra du 11 juillet au 31 août au Forum Grimaldi est une exposition totalement inédite. On croyait tout connaître en histoire napoléonienne, eh bien non. Il y a encore à découvrir et notamment les relations entre les Napoléons et les Grimaldi. Les relations entre Napoléon Ier, Joséphine, Napoléon III, le prince Honoré, le prince Charles III et le prince Albert. Et en fait, de leur rencontre, eh bien, c'est à la fois un voyage tout au long du XIXe siècle, mais c'est aussi et surtout la renaissance de la principauté et presque sa création dans la forme où on la connaît aujourd'hui. En fait, quand Napoléon d'abord rencontre le prince Honoré lorsqu'il revient de Golfe-Juan, eh bien là nous avons une séquence d'aventures. C'est par cela que l'exposition commence. Ensuite, Honoré croise Joséphine et puis ensuite son successeur Charles III devient ami de Napoléon III. Et quand la France reprend, Nice et la Savoie, se pose la question du statut de Monaco. Et c'est là que Napoléon III et Charles III signent un accord, un traité en 1861 de très grande importance qui fonde la principauté d'aujourd'hui comme nous la connaissons. Alors c'est pas seulement un traité, il y a une histoire d'amitié, mais c'est aussi un héritage. C'est que c'était comme si Monaco devient en quelque sorte le prolongement du Second Empire et un autre Paris où émergent aussi des fêtes, un ordre qui est copié sur la Légion d'honneur. Bref, c'est véritablement un prolongement du Second Empire. Et alors même que le Second Empire en France se termine en 1870, il continue à Monaco à travers les arts, à travers les usages de cour et jusqu'à la création d'un monument emblématique à Monaco. C'est l'Opéra de Monte-Carlo, réalisé par Charles Garnier, le même qui a réalisé évidemment l'Opéra de Paris. Donc on a comme ça une continuité dans l'histoire. Donc il y a cette création de l'Opéra de Monte-Carlo qui vraiment symbolise notre exposition et montre bien que ce croisement, ces destins croisés entre les Monaco et les Napoléons, un héritage conséquent qui est la principauté. Oui, c'est une façon de démontrer les liens étroits entre les Napoléons et les princes de Monaco, comme vous l'avez mentionné. C'est la première fois que ces liens sont exposés ainsi. On découvre lors de l'exposition que les liens entre les Napoléons et les Monaco sont beaucoup plus étroits et beaucoup plus fréquents qu'on ne le pensait. Vous voyez que tous les souverains, donc Napoléon Ier, Napoléon III, mais les impératrices aussi, Eugénie comme Joséphine, ont fréquenté les princes de Monaco. Et chaque fois, si vous voulez, cette histoire va croissant, chaque fois les liens se renforcent pour arriver à la création de la principauté. Donc il y a cette histoire humaine incontestable, faite d'aventures, d'amitié, mais aussi un héritage fort, un héritage dynastique, un héritage
à la fois diplomatique à travers les relations entre la France et la principauté, mais aussi un héritage artistique important. Bref, cette relation entre Monaco et les Napoléons a fondé un véritable univers en soi, et qui est comme ça un prolongement des empires français, un prolongement qu'on n'avait peut-être pas, on avait un petit peu sous-estimé ou méconnu en tout cas. L'histoire est en effet à la fois inédite et n'a jamais été racontée comme cela. C'est vraiment une première. Au-delà de l'héritage patrimonial du Second Empire, on peut vraiment dire que sans ce lien avec les Napoléons, Monaco ne serait pas le Monaco d'aujourd'hui ? La principauté de Monaco, à travers sa relation avec le Second Empire, a gagné sur bien des plans technologiques, des plans d'avancée, de progrès, parce que le Second Empire est une période de progrès. C'est le grand développement du chemin de fer, des transports, et Monaco se situe dans le mouvement, et déjà tout de suite dans la modernité. Et donc nous avons comme ça des princes de Monaco qui tout de suite épousent le 19e siècle moderne et qui fondent la principauté. Une principauté moderne et non pas repliée sur son passé, mais bel et bien ouverte sur l'avenir, à la fois par l'économie, le voyage, le tourisme, mais aussi les arts. Et donc nous avons comme ça un héritage et une renaissance de la principauté tout à fait particulier, parce qu'on ne connaît pas d'autres exemples en Europe d'une pareille relation. En réalité, quand Napoléon III récupère Nice et la Savoie, la principauté aurait dû disparaître. Elle avait disparu sous le Premier Empire. Elle n'était devenue qu'une banale sous-préfecture. Or que là, en fait, ce n'est pas au contraire une disparition, mais bien une éclosion encore plus importante que par le passé. Pierre Branda, en tant que commissaire de cette exposition, mais surtout en tant que directeur scientifique de la Fondation Napoléon, vous avez pris un plaisir particulier à travailler sur cet événement ? En tant que directeur scientifique de la Fondation Napoléon, je veux dire que c'est un véritable plaisir que j'ai eu à travailler avec les archives du palais, avec le palais princier, pour construire une histoire tout à fait inédite. C'est une chance. Dans l'histoire napoléonienne et même dans l'histoire en général, il est rare de tomber sur des histoires aussi inédites et fondatrices d'un État. Donc c'est quand même une grande histoire, et qu'il est comme ça plaisant de construire, non pas de totalement découvrir, mais enfin quand même de mettre en scène et d'inscrire dans un propos historique assez fort. Et c'est véritablement une chance, et je suis personnellement très heureux d'y participer. Eh bien, merci Pierre Branda d'avoir été en duplex avec nous depuis Paris pour nous présenter cette exposition Monaco et les Napoléons, Destin croisé, exposition qui aura lieu cet été au Grimaldi Forum. Merci à vous. Merci, au revoir. Partons à la découverte à présent d'un tout nouveau concept qui s'apprête à voir le jour en avant-première en Principauté, un café signé par la marque Lacoste. Une soirée de pré-lancement a permis à la clientèle monégasque de découvrir le principe avant l'ouverture officielle début juillet. Coup d'œil dans ce reportage signé Alban Gingembre, Christine Dapetit et Lionel Bernardi. Avec le tournoi du Rolex Monte Carlo Masters qui bat son plein, la période est propice pour mettre en avant la marque au crocodile. Lacoste est depuis longtemps associée au tennis. La marque profite de l'événement pour présenter son tout nouveau concept, le Café Lacoste. Lacoste avait envie de se déployer sur l'hospitalité, et notamment au travers de cafés, de restaurants, et de créer du coup une vraie expérience food and beverage Total Lacoste. Donc on est sur à la fois des salades, des sandwichs, évidemment des desserts qu'on a réussi à très fortement brander de manière assez originale pour exprimer tout naturellement la marque. Une forte offre aussi de cocktails. Pour concrétiser cette ambition, Lacoste s'associe au groupe Giraudy. On a l'habitude aussi de s'exporter et de s'implanter à l'international. Ça avait complètement du sens pour nous de faire ce partenariat, avec un héritage derrière, des plats Madeleine de Proust, avec quelque chose de très playful pour les desserts et tout. Donc ça avait vraiment du sens, et le mariage s'est très bien passé. Il a suffi de lire et d'apprendre vraiment toute l'histoire du fondateur jusqu'aux valeurs et aux piliers de la marque. Et à partir de là, on a construit avec le chef exécutif Thierry Paludetto, Ricardo
Riccardo Giraudy, le fondateur du groupe, du coup, l'histoire en faisant une passerelle entre l'offre culinaire de boissons, de café et les piliers de la marque Lacoste. C'est au sein du Méridien Beach Plaza que le café Lacoste ouvrira ses portes sous forme de pop-up. Un anniversaire à présent, celui du magazine Yacht Class Monaco qui fête cette année ses 10 ans. Une réception a été organisée dans un lieu prédestiné au Yacht Club de Monaco en présence de Pierre Casiraghi et de nombreuses personnalités du monde du yachting et de la grande plaisance. Je vous propose d'écouter le fondateur du magazine, Jean-Marc Moreno. On a voulu faire un magazine de yacht, mais assez généraliste. Donc, on est un des rares magazines d'ailleurs en Europe à parler de moteur yacht, de sail yacht, mais aussi de catamaran. Donc on a voulu s'ouvrir à un plus large de personnes intéressées par le monde du yachting. Et c'est aussi une des raisons qui a fait qu'on l'a fait en bilingue, c'est-à-dire en français et en anglais, puisqu'une grande partie des gens qui utilisent des yachts et en Méditerranée particulièrement, il y a énormément d'étrangers. Donc faire un magazine avec des belles photos, ça n'aurait pas suffi pour faire un succès. Il fallait qu'il soit ouvert à la lecture à tout le monde. D'une manière très particulière, je vois ce qui se fait par ailleurs et je ne fais surtout pas la même chose. Alors bon, c'est des fois un petit peu compliqué parce qu'il y a de très bons magazines en Europe. Mais c'est surtout essayer de faire quelque chose, avoir certaines idées qui font que le magazine un peu sort de l'ordinaire. En fait, le boulot d'éditeur, c'est pas tout à fait le boulot du journaliste. L'éditeur, il doit mettre en place certains points qui rendent le magazine attractif de par son originalité. C'est pour ça que nous, on a créé Yachting in Monaco, qui parle de l'activité yachting sur Monaco, The Yachting Around the World, qui parle des activités yachting sur les yacht clubs qui sont jumelés au Yacht Club de Monaco. Ça apporte des petites touches qu'on ne voit pas ailleurs et qui font peut-être partie du succès. Voilà pour cette interview réalisée par Chrisinda Petit. J'en profite également pour vous annoncer la parution du dernier numéro de Code Sport Monaco avec en une l'équipe des Barbadjouans. Ainsi s'achève cette édition, mais l'information continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Ne manquez pas ce soir les experts tennis. Valentin Vachereau connaît le nom de son futur adversaire, Grigor Dimitrov, 15e joueur mondial, que le Monégasque affrontera jeudi. Dans un instant, la météo de Sarah Inkari. Je vous laisse découvrir les photos de Stéphane Nana et les cerisiers en fleurs du jardin japonais que l'on appelle également Sakura. Demain, justement, nous prendrons la direction d'Osaka à quelques jours de l'ouverture officielle de l'exposition universelle. Passez une excellente soirée et à demain, 19 h sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez pu profiter de cette belle journée car le temps devrait être un peu plus variable demain. Dans le ciel, une alternance de nuages et d'éclaircies est prévue tout au long de la journée. Du côté des températures, comptez 13 degrés le matin et 15 degrés pour la maximale. 17, c'est le ressenti au soleil, plutôt agréable en l'absence de vent. Enfin, en ce mercredi 9 avril, nous penserons à souhaiter une bonne fête au Gauthier. Ce prénom d'origine germanique signifie commander, gouverner. Belle soirée à tous sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.